Chers amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Vous êtes donc à l'écoute de Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandiera Nera, relayée également par nos camarades de Québéca Liberata et également par Radio Liberté, puisque vous pouvez retrouver nos émissions en différé sur cette antenne amie complice tenue par l'ami Arnaud Naudin. Jean-Louis Romégas à la barre, mais à la barre pour pas très longtemps, puisque ce soir nous avons une invitée et un barreur, qui est en l'occurrence Maurice Gendre. Bonsoir à tous. Et une invitée, Héloïse Benembou. Bonsoir. Maurice, est-ce que vous pouvez présenter Héloïse ? Alors, Héloïse travaille dans un cabinet d'expertise comptable et elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Kleptocratie française, qui est en fait un décryptage très détaillé du monde bancaire et de l'emprise du monde financier en fait sur nos vies et sur les systèmes sociaux notamment. Je l'ai bien résumé ? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire déjà la genèse de l'ouvrage ? Comment vous avez eu l'idée tout simplement de l'écrire ? Alors j'ai commencé à m'intéresser au sujet du livre justement à cause de mon activité professionnelle, parce que j'observais en travaillant pour des clients qui sont beaucoup des indépendants, qui embauchent des salariés, la pression du système social, donc du système de sécurité sociale et du système fiscal sur leur activité, et que ça met en péril leur entreprise. J'ai commencé à me poser des questions sur les montants qui étaient prélevés, ce qu'on demandait à nos clients de payer, et à savoir où allait cet argent. Parce qu'on leur prend la moitié de leurs revenus, parfois jusqu'à 70% de leurs revenus, c'est quand même des montants qui sont très importants et qui portent préjudice à l'économie et à leur activité. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, derrière tout ça, il y avait le système bancaire et financier qui avait la main mise sur toutes les caisses de l'État et de la sécurité sociale, et qu'il y avait beaucoup d'argent qui disparaissait. Et comment vous êtes passé de 70% on va dire de prélèvements obligatoires, donc via l'URSSAF, le RSI, etc., à en fait derrière je trouve le monde bancaire ? Alors, je savais que, s'agissant du régime social des indépendants, le RSI, ils avaient perdu beaucoup d'argent dans la crise financière de 2008, dans des banques qui s'étaient retrouvées en faillite, et que finalement, ça n'avait jamais été mis en lumière dans les médias, qu'il n'y avait pas eu d'enquête. Et j'ai cherché à comprendre comment les flux étaient organisés à partir du moment où le prélèvement s'opère, et puis le moment où l'argent est perdu, et qu'on demande après aux travailleurs de payer encore davantage, pour justement éponger toutes ces pertes. En gros, le RSI avait des actifs toxiques, on pourrait dire ça comme ça ? Et l'argent du RSI est placé sur les marchés financiers. Et évidemment, les caisses de retraite sont de gros investisseurs sur les marchés financiers, donc dans des produits douteux. D'accord. Quel est le premier élément qui vous a frappé quand vous avez découvert le mécanisme du RSI, dont on parle quand même maintenant relativement souvent, mais sans rentrer vraiment dans les détails? Quel est le premier élément qui vous a frappé dans le système en fait du RSI? Alors la première chose que j'ai voulu faire, évidemment en tant que comptable, c'était d'obtenir les comptes du RSI, et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas certifiés par les commissaires aux comptes qui en ont la charge. Donc le cabinet KPMG et Mazars qui refusent depuis la création du RSI de certifier les comptes, de dire que la comptabilité est bonne et que effectivement tout fonctionne bien au RSI. Et quelles raisons ils avancent pour ne pas certifier les comptes, s'il y a une ou deux raisons principales? Alors les raisons principales, c'est qu'il y a des problèmes dans les circuits d'information au sein du RSI, dans l'information qui circule à cause de leurs systèmes qui sont totalement obsolètes. Et d'autre part, le mode de calcul qu'ils ont pour faire payer les indépendants est illégal, parce qu'ils calculent par rapport à des exercices antérieurs. Et de ce fait-là, ce n'est pas conforme à la loi. Et dans leur gestion aussi, c'est très difficile de pouvoir anticiper ce qu'ils vont vraiment recouvrer. D'accord. Ça fait, en se basant sur les exercices antérieurs, c'est un peu le problème qu'on aurait s'il y avait un impôt sur le revenu à la source. Tout à fait, c'est justement ce qui va se passer, parce que finalement, la loi de finances qui a été votée prévoit que pour les indépendants, ils auront un acompte à verser sur les mêmes bases de calcul que le RSI, donc sur des années, des exercices antérieurs. Donc le problème sera le même. Ils vont être imposés sur ce qu'ils ont gagné auparavant, et en cas de crise, et que l'activité diminue, c'est plongeant. C'est très lourd à supporter pour les entreprises. Oui. Quelles ont été les conséquences directes que vous ayez vues, auxquelles vous ayez pu assister chez certains de vos clients touchés par le RSI ou l'URSSAF par exemple, puisque l'URSSAF est aussi très important, quoi. Oui, alors l'URSSAF, c'est le régime de sécurité sociale pour les salariés, on pourra y revenir après. Pour le RSI, ce que je constatais pour nos clients, c'est qu'ils faisaient des saisies directement sur les comptes bancaires, pour des montants qui n'étaient pas forcément à recouvrer, pour des clients qui étaient déjà à jour de leur cotisation, ou alors des appels de cotisation pour des montants exorbitants, et pareil, complètement déconnectés de l'activité réelle, de ce que les clients devaient véritablement. Et quand on faisait des recours devant les tribunaux,
les juges qui étaient chargés de se pencher sur les litiges ignoraient comment fonctionnait le RSI. D'ailleurs, si vous pouviez l'expliquer, enfin, je sais qu'on est obligé un peu de rentrer dans les détails, comment vous définiriez le RSI sur un plan juridique déjà? Qu'est-ce que le RSI? Alors justement, c'est le problème du RSI, c'est que le RSI, a priori, n'a pas d'existence légale. Il y a d'ailleurs une décision de justice qui a été rendue dans ce sens-là. Le RSI sous astreinte doit justifier de ses statuts, de savoir quel type d'entreprise c'est, parce que juridiquement, on ne peut pas le définir. On ne peut pas le définir. Voilà. Donc c'est le problème avec le RSI. Donc savoir quel est le droit applicable selon la structure juridique à laquelle on a affaire. Ok. Et donc vous disiez des saisies bancaires très importantes qui sont déconnectées de l'activité réelle de tel ou tel leur dépendant, par exemple. Mais est-ce que vous avez vu des choses plus graves? Je pense à malheureusement des suicides, puisqu'apparemment le RSI aurait poussé des gens au suicide. Oui, parce que justement, les indépendants étant très liés à leur activité professionnelle au niveau juridique, une fois qu'ils ont des dettes envers le RSI, on peut saisir également leurs biens personnels. Donc ça les met en faillite, en détresse, et il y a beaucoup de personnes qui se suicident à cause du RSI. Il y a 2 à 3 suicides par jour à cause du RSI. Moi, au cabinet, non, je n'ai pas assisté à ça, heureusement, mais je sais que vous ça, avez des ça échos, existe. Oui, bien sûr. Oui. Oui, parce qu'on parle souvent des suicides, par exemple, malheureusement des agriculteurs, des policiers, voilà, j'allais dire ça. En gros, il y a une focalisation là-dessus. Oui, voilà, on entend moins parler de ce dont vous venez de nous... Enfin, de ce que vous venez de nous révéler, là, finalement, parce que c'est vrai que c'est une info qui circule peu. On sait qu'il y a eu des drames, mais pas à hauteur de 2 à 3 par jour, quoi. Si, parce que justement, la faillite, une fois qu'on se retrouve endetté, c'est une humiliation, il faut pouvoir faire face, on se sent justement souvent seul. Un cercle vicieux. Ouais. Ouais. Et puis, ici, il y a 2 à 3 personnes qui se suicident par jour à cause de ça, à cause du RSI. Alors, l'indignation, on la voit bien, mais qu'est-ce qui, à un moment, vous fait passer à l'acte, en l'occurrence, écrire un livre et donc jouer ce rôle devenu très à la mode, entre guillemets. Tarte à la crème du lanceur d'alerte. Voilà, c'est ça. Je suis pas du tout, c'est pas du tout péjoratif de ma part, mais c'est vrai que c'est devenu depuis maintenant une petite année régulièrement, il y a des focalisations sur ces personnes-là. Vous êtes finalement quand même dans ce rôle-là d'une façon ou d'une autre, avec tous les risques que ça comporte. Qu'est-ce qui à un moment fait passer à l'acte et en l'occurrence sortir un livre? Alors, tout d'abord, je ne me considère pas comme une lanceuse d'alerte, parce que je n'ai pas dérobé d'informations que je souhaite révéler dans la presse, où ça n'a pas été du tout ma démarche. Toutes les informations qui sont dans le livre sont du domaine public, elles sont accessibles à chacun qui voudrait vérifier. C'est vrai que quand on décide d'écrire un livre, c'est avant tout pour informer. Parce que je me suis rendu compte, quand j'étais en train de faire mes recherches, que beaucoup d'informations, justement, n'étaient pas présentées au public, elles étaient complètement occultées. Donc ça a été ça, et je pense que l'élément qui a déclenché l'écriture du livre, c'est quand je me suis interrogée pour savoir la manière dont s'opéraient les placements. Et à ce moment-là, j'ai lu la décision de justice qui avait été rendue dans l'affaire de Jérôme Kerviel contre la Société Générale, et la manière dont ça avait été présenté. Et puis j'ai rencontré des personnes. Au début, j'avais pas vraiment l'intention d'écrire un livre. Et puis comme je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations occultées, j'ai commencé à tout mettre sur papier. Alors justement sur l'affaire Kerviel, puisque c'est un passage assez important de votre ouvrage, est-ce que vous pouvez nous en donner plus de détails? Parce que on a eu la version présentée en gros dans le gros média dominant, mais l'histoire apparaît beaucoup plus complexe en fait quand on lit votre livre. On a l'impression qu'il y a tout un tas de zones écran, d'ombre. C'est quasiment un jeu de marionnettes à la fin. C'est un théâtre d'ombre quand on suit votre ouvrage, quoi. C'est même difficile pratiquement à décoder au bout d'un moment. Oui, parce que justement, on appelle. Donc, j'explique dans le livre comment est organisée l'architecture du système bancaire, comment sont organisées les banques et le système financier, et qu'en fait, ce qu'on appelle les banques sont quelque chose de bien plus complexe que ça, parce que ce sont des conglomérats qui comptent des centaines de filiales et qu'il y a dedans donc des établissements de crédit qui sont chargés de créer la monnaie, à partir de rien du tout d'ailleurs. Et des entreprises financières, et que tout ceci est compartimenté dans différentes sociétés, et que contrairement à ce qu'on appelle la banque, la réalité de ce système-là est complexe. Les relations entre les différentes sociétés, les filiales aussi, nécessitent de considérer autrement ce qu'on appelle l'affaire Kerviel, et qui a été présentée un petit peu en kit
dans les médias et puis par la justice, le salarié qui travaillait pour le compte de la banque. D'ailleurs, même si je vous ai bien suivi, hein, dites-moi si je me trompe, mais j'ai même l'impression qu'à la fin, on ne sait plus vraiment qui est son employeur. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on dit, bon, c'est la Société Générale, en fait, par facilité de langage, même par abus de langage, mais quand on décortique votre ouvrage, oui, la Société Générale semble être un des acteurs, mais au milieu d'une myriade d'autres, qui sont beaucoup moins connus du grand public, voire totalement inconnus. Oui, parce que du fait qu'on considère ce qu'on appelle la banque, ça devient l'arbre qui cache la forêt. Qui cache la forêt, ouais. On la met en avant, mais finalement, la manière dont s'est organisé les rapports entre toutes ces sociétés, c'est que beaucoup de salariés ont des contrats de travail avec la maison mère, donc par exemple la Société Générale dans le cas du groupe Société Générale, mais qu'ensuite le personnel est mis à disposition dans les filiales. Et que chaque filiale a son propre conseil d'administration, sa propre direction, ses propres clients, et que la manière dont l'affaire Kerviel a été présentée au public empêche de dévoiler la vérité. Voilà, tout à fait. Vous direz qu'il y a une étanchéité totale, en fait, quasiment entre ces filiales et la maison mère. Il y a des liens entre les unes et les autres, mais ça ne peut pas se déterminer comme ça, a priori, finalement, sans éléments. Est-ce que, d'après vous, la défense que Daniel Bouton avait employée à l'époque, finalement, est-elle crédible ou les faussaires? Enfin, il falsifie la vérité ou finalement il y a une part de vérité dans ce qu'il avait déclaré à l'époque au moment où l'affaire a éclaté? Alors je sais bien que c'est difficile de répondre précisément à ça, mais... Je pense que les personnalités qui sont intervenues comme Daniel Bouton ou d'autres comme Jean-Pierre Mustier étaient compromis dans cette affaire. Au niveau des contrôles prudentiels, par exemple Au niveau de ça, au niveau des mandats dont ils disposent dans les sociétés, qui engagent leurs responsabilités en cas de défaut, comme il en était question. Parce que le salarié Jérôme Kerviel avait fait des opérations du même ordre sur toute l'année précédente. Et qui n'avait pas entraîné de condamnation ou de sanctions de sa hiérarchie. Qui n'ont pas été mis en cause dans la procédure entre Jérôme Kerviel et la Société Générale. Ce qui a été mis en cause, c'est uniquement ce qui s'est passé début janvier 2008, donc sur la période du 2 janvier au 18 janvier, mais ce qui s'est passé sur l'année d'avant, 2007. Donc à plusieurs reprises, il a pris des positions de 30 milliards d'euros, qui ont fait gagner 1,5 milliard à la banque en fin d'année. Tout ça avait été occulté. Occulté, ouais. Mais est-ce que justement est-ce que c'est finalement le résultat, ce montage, en fait, ces difficultés à pouvoir identifier les liens, est-ce que c'est finalement le résultat de la dérégulation qu'il y a eu depuis, en gros, les années 70, et donc c'est finalement une mesure purement technique, ou est-ce qu'il y a clairement derrière la volonté aussi, à un moment, de pouvoir faire en effet des montages qui sont opaques, et donc qui empêchent finalement l'opinion publique et les journalistes de pouvoir se faire une idée précise, justement, des liens qu'il y a, ou est-ce que c'est un petit peu des deux, à la fois du technique bancaire, on va dire, et puis finalement quelque chose qui est quand même bien pratique aussi pour un moment mettre un écran de fumée, et puis faire que quelqu'un qui voudrait y mettre le nez, s'il n'est pas un peu technicien comme vous, il s'y perd. Oui, bien sûr. Oui. Alors sur la dérégulation, c'est vrai que ça a permis de libéraliser un certain nombre de pratiques au sein des banques et des entreprises financières. Cependant, il y en a quand même des réglementations qui permettent justement de mettre en cause les personnes qui sont impliquées dans la direction, la gestion, etc. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, excusez-moi, je vous coupe un instant, qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, de la loi Moscovici? Pour vous, c'est un écran de fumée, c'est une fumisterie, c'est quelque chose d'à peu près sérieux qu'il faut prendre avec intérêt, ou c'est, oui, voilà, un écran de fumée, un simple écran de fumée, quoi. Oui, j'en parle un petit peu dans le livre pour montrer que tout ça était grotesque. C'était complètement grotesque, parce que après la crise qu'il y avait eu, on nous a parlé de séparer les banques, justement, ce qui déjà en soi n'a même pas de sens. Et puis finalement, ça n'a servi à rien. Ça a servi un petit peu à rassurer l'opinion face à l'opprobre qu'il pouvait y avoir suite à la crise, mais ça n'a servi à rien, en fait. Et aux États-Unis, par exemple, ce qu'on a pu voir, la loi Dodd-Frank, vous portez le même regard dessus, par exemple? Oui, parce qu'il faut vraiment commencer à considérer ce qu'on appelle les banques dans leur réalité, leur complexité. Et donc pour reprendre votre question de tout à l'heure, c'est qu'il y a très peu d'activités économiques qui ont cette ampleur-là, parce que ce sont quand même des empires transnationaux. C'est vraiment des centaines et parfois des milliers de filiales qu'elles comptent. Et évidemment, ça rend les flux, les rapports très complexes. Et
pour pouvoir déterminer vraiment pour qui Jérôme Kerviel travaillait, qui étaient ses dirigeants. Il faut des enquêtes. Je ne pense pas que ce soit des journalistes de les mener, même s'ils peuvent quand même garder un esprit critique par rapport à ce qui leur est présenté. Mais par contre, la justice doit le faire. La justice doit le faire, ouais. La justice doit le faire. Comment vous jugez a posteriori le travail de la justice dans cette affaire ? Je ne me l'explique pas, sinon... L'incompétence ou... C'est possible aussi, c'est possible aussi, par rapport à certains intervenants. C'est un élément qu'il ne faut pas évacuer ? Oui. D'accord. Parce qu'à un moment, on finit presque par se demander si c'est effectivement de l'incompétence ou autre chose. Beaucoup plus inavouable. Il peut y avoir des connivences aussi. Je parle par exemple de l'autorité des marchés financiers qui a mis en cause des membres de direction dans les filiales à cause d'opérations frauduleuses. Parce que finalement, lors de la crise des subprimes, la crise au sein du groupe Société Générale avait été organisée, qu'elle s'était propagée à cause de la gestion de dirigeants qui avaient vendu les titres pourris, toxiques, à la Société Générale en les survalorisant, et ce qui a porté préjudice à la banque, enfin à la Société Générale. Et normalement, il aurait dû y avoir des procédures d'ouvertes par le parquet au niveau pénal. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Mais cette incompétence, est-ce qu'elle ne résulte pas finalement du fait que les organismes bancaires et la sphère financière, d'une façon générale, a toujours une longueur d'avance sur justement ceux qui sont censés être des techniciens juridiques, voilà. Ouais. Ouais. D'où l'appel courant d'ailleurs aux mathématiciens aussi. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'ils ont toujours une longueur d'avance parce qu'ils ont la supériorité de l'information, et puis le temps des marchés n'est pas celui de la justice. J'aurais bien rajouté des moyens aussi, parce que bon, ça demande de l'argent pour être formé, etc. Et donc c'est vrai que vu l'état général de la justice en France, c'est vrai qu'on se dit qu'après tout, même si c'est un secteur, je pense, qui à la limite se porte peut-être mieux que d'autres, parce que je pense que le parquet financier, par exemple, a des moyens peut-être que d'autres services n'ont pas, mais enfin quand même, il faut suivre. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même très peu d'affaires qui sont portées au pénal en matière de délinquance financière dans les banques. Il y a une affaire, il y a un salarié du Crédit Agricole qui a eu les mêmes agissements sur les mêmes montants que Jérôme Kerviel quelques mois avant que l'affaire soit révélée. Ça s'est réglé, ils l'ont replacé. Ils se sont pas sentis à ce moment-là subir un préjudice suffisant pour le porter au pénal en tout cas. Ouais. Je vais vous faire parler quelques instants aussi. Vous avez évoqué très brièvement tout à l'heure l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui avait été mise en cause dans ce qu'on a appelé le scandale Libor-Euribor. Est-ce que vous pouvez en dire un mot aux auditeurs sur ce scandale et sur le rôle de l'AMF? Alors le rôle de l'AMF, j'explique aussi par rapport à l'AMF, par rapport à justement les fraudes dans les filiales de la Société Générale. Et je dresse le tableau des membres de l'AMF à ce moment-là. Et il y en a quand même qui ont des liens dans cette affaire, par leur rôle qu'ils ont pu jouer professionnellement dans le privé. Conflit d'intérêt. Oui. Et ce sont des banquiers ou des financiers, ou alors des personnes qui sont comme par exemple Martine Ract-Madou, qui est l'épouse de Patrice Ract-Madou, le président de la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Donc ça me permet de rebondir sur l'affaire du Libor-Euribor, parce que Patrice Ract-Madou, qui est le président de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour expliquer, c'est le trou de la Sécu finalement qui se finance sur les marchés financiers, à des taux indexés sur le Libor et le Euribor. Donc quand il y a une fraude sur ces taux-là, et qu'en même temps, au niveau de l'AMF, son épouse... évidemment, il y a est censé jouer un rôle de contrôle. Voilà, oui, pour le Euribor et le Libor, en fait, c'est les taux interbancaires, pour simplifier pour les auditeurs. Oui, qui ont été manipulés. Voilà. C'est une consanguinité qui, en tant que telle, ne doit pas finalement nous étonner, parce qu'après tout, on connaît l'endogamie dans les élites françaises. Il n'y a pas de raison que les élites économiques échappent à cette endogamie qui frappe les élites politiques, les élites médiatiques. Donc à un moment, en effet, oui, on peut supposer que ces gens se rencontrent sur à peu près les mêmes bancs des écoles, ou en tout cas les mêmes sphères socio-économiques. Je pense qu'en effet, ça serait très étonnant. L'inverse serait étonnant, mais du coup, en effet, ça met des situations, ça crée des situations qui sont même pas scandaleuses. Enfin, on est au-delà. Sauf erreur, dites-moi si je dis une bêtise, mais il me semble qu'à cette époque, il y avait à la tête de l'autorité des marchés financiers, il y avait un certain Jean-Pierre Jouyet, qui est secrétaire général de l'Élysée, qui a d'ailleurs mis sur orbite un certain Emmanuel Macron, notamment.
Et ce Jean-Pierre Jouyet a été ministre sous Nicolas Sarkozy, donc secrétaire général de l'Élysée sous Hollande. Et il prétend n'avoir rien vu dans le scandale Libor-Euribor. Voilà, donc ça c'est pour la petite anecdote. C'est la meilleure défense de n'avoir rien vu. Voilà, de n'avoir rien vu. Quand on est à la tête de l'autorité de marché financier, c'est un petit peu embêtant. C'était un peu, de toute façon, en 2008 aux États-Unis, la défense de la SEC, c'était la même, la Security Exchange Commission, donc qu'on appelait la COB aussi, Commission des opérations boursières, disait ne rien avoir vu pour Lehman, pour AIG. Et voilà. c'est la défense de la Société Générale dans l'affaire de Jérôme Kerviel, de dire qu'on n'était pas au courant, donc on n'est pas responsable. Pas vu, pas pris. Est-ce que parce que généralement, c'est vrai qu'on passe... quand on parle des marchés financiers français, c'est généralement pas la référence, ou les organismes bancaires français sont pas la référence. Est-ce qu'on a une situation pire en Angleterre au niveau de la City, ou on a finalement un modèle qui est assez généralisé au niveau des places financières occidentales ? Moi, je considère que c'est complètement généralisé. C'est complètement généralisé, et puis... on parlait de la CADES tout à l'heure par rapport au taux Libor-Euribor. La COS, qui est en fait la trésorière du régime général pour les salariés, donc qui fait des emprunts aussi de 20 milliards d'euros par jour, quand même, il faut le savoir. Parce que la COS gère 1850 milliards... 1850 milliards de flux de trésorerie chaque année. Les placements se font à Londres. Se font à Londres sur des devises étrangères, indexés sur des devises étrangères, qui sont également manipulées depuis là-bas, par des traders et... D'accord. Pour le coup, c'est un phénomène... Ils ont servi de modèle d'une certaine façon ou pas du tout ? Ou finalement, cette évolution générale, elle s'est faite de façon concomitante en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ? Ou est-ce qu'il y a quand même un secteur financier qui a donné un petit peu le là et les autres ont été obligés de se caler ou de se calquer finalement sur leur fonctionnement ? Il me semble en tout cas que c'est généralisé et que ça va... Et je pense que les banques et les sociétés financières ont une structure qui est en elle-même criminogène ou pousse en tout cas à la délinquance, du fait justement qu'il n'y a pas de poursuite, qu'ils ont une impunité ils n'ont peur de rien, ces gens-là. J'explique que la crise financière de 2008 a été une fraude. Et au départ, ce sont les établissements de crédit qui ont financé des acquisitions pour des biens immobiliers à des personnes qui n'étaient pas solvables. Et après, le système est devenu complètement participatif. Donc tous les agents de l'industrie bancaire et financière ont participé à cette fraude massive en spéculant. Ils ont créé des produits pour spéculer justement contre ces produits pourris qui étaient revendus ensuite. Donc non, je considère que c'est complètement mondialisé et que tous les agents de cette industrie-là y participent. Oui, en gros, on ne peut pas incriminer le monde anglo-saxon sur le fait d'avoir été à la pointe du combat. De toute façon, c'est ce qui a été fait après la crise financière. On a dit qu'en France, on n'était pas du tout concerné, que BNP Paribas était la meilleure banque du monde. À Société Générale, j'explique dans le livre que ce n'était pas du tout le cas. Donc, elles ont participé, elles ont gagné beaucoup d'argent, et puis elles ont continué. Sans parler que certains des grands organisateurs de la dérégulation et de la déréglementation mis en place à partir des années 80 étaient des Français. Il y a beaucoup de Français, en fait, on croit beaucoup que ça vient du monde de l'anglosphère. Beaucoup de socialistes français. Bon, un des plus connus, c'est Delors, mais il n'est pas le seul. Il y a eu Bérégovoy aussi, qui a beaucoup contribué à la dérégulation. Je croyais qu'il était garagiste. Oui, électricien. Je crois qu'il était électricien, ou cheminot, je crois, je sais plus. Enfin bon, voilà, donc c'est des gens qui ont beaucoup contribué à la dérégulation et à la déréglementation. D'ailleurs, il y a même des gros pontes dans le monde anglo-saxon, des gros pontes de la finance, qui reconnaissent, entre guillemets, alors il n'y a rien de gratifiant à ce niveau-là, mais pour eux aussi, le rôle que les Français ont joué dans la dérégulation, la déréglementation des marchés, et même, de toute façon, de l'économie globalisée en général. Avant, les marchés étaient compartimentés. Le marché des actions, des obligations. Il y avait des marchés qui étaient réservés à une certaine clientèle. Et ensuite, les socialistes ont tout libéralisé, le commerce de créances. Et c'est comme ça que, petit à petit... D'ailleurs, sauf erreur, je crois que la Banque universelle a lieu en France à partir de 84, je crois. Il me semble, donc juste après le tournant de la rigueur. Et aux États-Unis, le Glass-Steagall, lui, ne prend fin qu'en 99. Sous la pression de Summers, de gens comme ça, de Rubin, qui étaient déjà des gens de Goldman Sachs autour de Clinton. Donc ça n'arrive que 15 ans plus tard aux États-Unis. Mais nous, on a déjà le modèle de la Banque universelle, je crois, dès 84. Oui, donc en effet, l'accusation, de ce qui peut être dit par rapport au monde anglo-saxon, tout à fait, un peu comme d'habitude, à vrai dire.
Sinon, autre point, puisque le livre est quand même très riche, mais il y a quand même un point très important, je voudrais vous faire parler de ça, c'est le business de la dette, en fait, on va appeler ça comme ça, parce que c'est un maxi business, peut-être le plus gros qui soit au monde, peut-être avec évidemment les hydrocarbures, quoi, avec le pétrole. D'ailleurs, il y a une connexion aussi entre les deux, d'ailleurs, qui est pas... Oui. Le business de la dette, c'est de toute façon ce sur quoi repose le système bancaire, parce que tout se finance avec de la dette. L'émission de monnaie, c'est déjà une création de dette. De dette, ouais. C'est comme ça qu'on crée appelle la monnaie. Dette, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est comme ça qu'on crée la monnaie à partir de rien. Lorsqu'une personne va demander un crédit à sa banque, c'est là que l'argent est créé. Le système de sécurité sociale aussi est complètement soumis à l'endettement. Il ne survit plus que par l'endettement et il en va de même pour le fonctionnement de l'État. Donc ce sont évidemment des centaines et des centaines de milliards d'euros qui sont contrôlés par le système financier et qui leur apportent des intérêts dont ils ont besoin. Et puis, c'est une logique d'emballement et qui oblige ensuite les politiques publiques à augmenter les impôts et à augmenter les cotisations sociales pour les personnes qui travaillent. Est-ce qu'il y a une intervention, je pense en particulier au niveau de la dette de la sécurité sociale, est-ce que ceux qui gèrent ça sont quand même issus du monde politique? En gros, est-ce que ce sont des postes politiques? Ou est-ce que ce sont des gens qui ne sont recrutés que sur du technique, en gros, et sur un CV et un savoir-faire financier? Je ne sais pas où ils les dégotent, mais ils sont là depuis longtemps. La place est bonne. La place est bonne, oui. En même temps, la Caisse d'amortissement de la dette sociale a été créée en 1996 par Alain Juppé. Il y avait eu un premier président, mais ensuite c'est justement Patrice Rakhmadou, donc je parlais tout à l'heure, qui occupe le poste depuis. Son épouse à l'AMF. Oui, voilà, tout à fait. Évidemment, je pense qu'ils ont plus d'informations que les personnes qu'on va devoir choisir pour les présidentielles sur le fonctionnement des finances publiques. Des finances publiques, ouais. Et s'agissant de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, il n'y a absolument aucun contrôle dessus. Ni par des commissaires aux comptes, ni par la Cour des comptes. Personne ne va contrôler la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Elle s'autogère. Elle s'autogère. Système communiste. C'est beau, bah oui, non mais c'est ça. Primitif, système communiste primitif sur base privatisée. Voilà, c'est ça. Tu sais, il y avait un petit gag comme ça avec la marionnette là, avec Sylvestre sur Canal+, où à un moment il se rendait compte, il était avec son alter ego, il se rendait compte qu'en fait, lorsqu'ils essayaient de racheter telle filiale, elle appartenait à telle boîte, à telle boîte, à telle boîte, qui finalement leur appartenait à eux, voilà. Et il disait, ça y est, l'oiseau vient de prendre son envol sous tes yeux. C'est le communisme, et le communisme, ça marche, il suffisait de le privatiser. Voilà. Et en gros, oui, on est là-dessus. C'est fou. Oui, c'est le système que je décris dans le livre, oui. Oui, donc vous parlez, donc vous évoquez longuement la dette, comme je le disais. Est-ce qu'il y a déjà des points avérés de fraude, en fait, on va dire de processus illégaux ou qui sont, j'imagine, difficiles à prouver autour du financement de cette dette? Déjà, des choses qu'on a pu découvrir ou vous avez peut-être découvert au fur et à mesure de votre enquête, quoi. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet-là, mais s'agissant de la Caisse d'amortissement de la dette sociale qui emprunte sur des taux Libor, Euribor, elle est victime. Oui. Oui, puisque les taux étaient manipulés. Ouais. Voilà. Il y avait une entente entre les banques. Il y avait une entente entre les banques pour manipuler ces taux-là, donc en tant qu'emprunteuse, elle peut se sentir lésée, victime d'un préjudice qu'elle pourrait porter devant les tribunaux. Et oui, ça serait logique. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Ouais. Ce n'est pas le cas. Après, pour pouvoir déterminer ça, il faut qu'il y ait des enquêtes policières et puis que le parquet fasse ouvrir des enquêtes. Bon, on le sait, le parquet peut se substituer lorsqu'il y a une infraction commise avérée. Le parquet de lui-même peut décider d'ouvrir quelque chose. Là, à l'évidence, donc, l'AMS ne porte pas plainte comme victime et il n'y a pas de poursuite non plus. Il n'y a rien qui est ouvert par le parquet non plus. Et donc là, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. En effet, quelle est la marge, en gros, des yeux fermés, volontairement, ou de l'incompétence? Parce que, je suppose...
Quand on voit à quelle vitesse le parquet a ouvert, par exemple, des poursuites après révélation du canard enchaîné par rapport à François Fillon, c'était le lendemain quand même, ils ont ouvert une pré-enquête. Il y a des fois où ils peuvent faire diligence quand même, enfin diligence. C'est Oui, il y a assez impressionnant. sûrement une justice à deux vitesses, oui. Ouais. Ça c'est certain. Oui. Il y avait une célérité qui était. Ouais, Mais bon, qui ne- il faut comprendre aussi qu'il y a évidemment des enjeux politiques très importants. Parce que à partir du moment où un organisme comme. Déjà, il y a très peu de Français qui connaissent l'existence de la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Très peu. Si on considère que demain ils vont demander l'ouverture d'une enquête, et les Français vont apprendre ce qui se passe avec leur argent, je pense que politiquement. Oui, c'est une petite bombe. C'est une petite bombe parce que c'est vrai que à un moment, enfin, ça fait partie, alors à tort ou à raison, on pourrait en discuter, mais la sécurité sociale, ce genre de choses, c'est considéré un petit peu comme l'exception française, Le modèle français. voilà, le modèle français. C'est presque devenu finalement un élément du patrimoine. Hein. Ça a 70 ans, mais bon. Et donc, en effet, je pense que ce type de fonctionnement sort tout à fait de la possibilité de raisonnement de la plupart de nos concitoyens sur ce qu'est en effet la protection sociale, sur ce qu'est en gros l'assistance aux catégories populaires. On est sur autre chose. C'est sûr que le système social français n'a pas d'égal dans le monde, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, on oblige les Français à payer. Ils payent pour un système de solidarité, parce qu'ils considèrent qu'il faut payer moralement pour les personnes qui peuvent se retrouver dans des situations de précarité, pour la retraite. On organise la solidarité nationale. Voilà. En gros. Enfin, c'est présenté comme C'est tel. présenté comme tel. Mais il faut expliquer que c'est pas ce qui se passe en réalité. Ouais. Bah, il y a quand même fort à parier que pour une partie de la population, ça ferait quand même ça ferait remonter finalement le capital de sympathie qu'ils peuvent accorder par exemple à des systèmes par capitalisation. Ouais. Parce que si en effet la répartition est gérée comme ça, on se dit, bon, après tout, quitte à ce que ce soit finalement géré comme un système financier privé, et donc pas forcément très bien, pourquoi ne pas le faire directement par le privé? Si on prend l'exemple des retraites par capitalisation ou les fonds de pension par exemple, bon, il suffit, les gens pensent à Enron ou à WorldCom et puis se disent bon finalement non, on va garder les retraites par répartition même si ça pose des problèmes. Donc bon alors il y a quand même il faut quand même considérer que même la Cour des comptes est quand même très critique par rapport au système de sécurité sociale et elle considère que la gestion qui est faite actuellement va porter lourdement préjudice aux générations futures. Parce que le système, comme il est déjà en faillite et qu'il survit par endettement, pour les générations futures, ça va devenir insoutenable jusqu'à ce que le système s'effondre complètement. Et là, il n'y aura plus de retraite, il n'y aura plus de système de sécurité sociale. En même temps, sans faire son oiseau de mauvais augure, comme de toute façon, c'est tout le système qui est comme ça, on sait bien qu'à un moment ou à un autre, il y aura une fin. Il y aura une banqueroute généralisée pour le système bancaire et financier. C'est pour ça que j'explique vraiment que c'est un système qui englobe les Français, les personnes qui travaillent, qui cotisent à la sécurité sociale, qui payent des impôts, et puis que c'est tout ce système-là qui est dans l'emballement, et qu'à terme, oui, il y aura seulement une banqueroute qui pourrait arriver. Alors, ce qui me sidère quand même à chaque fois, parce que y a quand même un certain nombre d'ouvrages, d'articles qui peuvent paraître, où vous tous, quand je dis vous, c'est en gros toutes ces personnes qui, d'une façon ou d'une autre, côtoient cet univers-là. La sonnette d'alarme est toujours à peu près la même. Je pense encore à un article, à une double page dans Libération la semaine dernière, d'un monsieur qui a été qui a été l'autorité des marchés financiers, du contrôle des marchés financiers, je sais plus son nom, ça va me revenir, et qui en gros disait la même chose, disait non, de toute façon ça ne peut que chuter. Et on est quand même à chaque fois, en tout cas moi je suis à chaque fois sidéré par l'inertie du système en tant que tel, parce que quand bien même ce seraient des gens extérieurs, etc. Les gens à l'intérieur ne peuvent pas, sauf à un moment s'ils s'aveuglent eux-mêmes, mais il y a quand même des éléments objectifs pour dire ça ne peut pas durer infiniment comme ça. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, à un moment, se ferment volontairement les yeux, ou ils croient être finalement plus forts et pouvoir sortir le système par le haut. Bon, déjà, pour agir sur le système, il faut quand même avoir une marge de manœuvre, il faut avoir des moyens d'action. Parce qu'à un niveau individuel, il y a des choses à faire quand même, mais pour agir vraiment sur le système, il faut par exemple, vous disiez,
moyen individuel d'action, ce serait lequel par exemple? Bah, Qui vous vient à l'esprit comme ça spontanément? S'agissant par exemple du problème de la sécurité sociale, c'est possible de quitter la sécurité sociale. Il y a des associations qui mettent ça en place pour permettre aux gens de s'assurer ailleurs à moindre coût et d'être mieux remboursés que le système français. Donc ça par exemple, ça peut être une première chose pour permettre aux entrepreneurs de souffler un petit peu et puis de faire repartir un petit peu leur activité. Le fait de ne pas laisser son argent dans les banques, d'avoir des investissements plus sûrs, de penser aussi utile dans sa manière de consommer. Oui, on vote aussi avec sa carte de crédit, c'est ce qu'on dit toujours. Il y a quand même des choses à faire à un niveau individuel, mais c'est pas ça véritablement qui va permettre de le réformer. Pour réformer le système, il faut que ça intervienne à un plus haut niveau. Ça peut être des associations aussi, ou alors au niveau politique ou de la justice. Il faut effectivement que ce que je décris dans le livre, certaines actions soient en tout cas poursuivies. Et puis, dans un premier temps, il faut permettre aux Français de comprendre le système dans lequel ils vivent. Il faudrait savoir, justement, pour revenir sur le problème de la dette, ce qu'il y a dans cette dette, à qui on la doit, est-ce qu'elle est légitime ou pas. Parce que c'est une possibilité aussi de répudier la dette. Il y a déjà des États qui l'ont fait, et c'est une possibilité. Il faut au moins la restructurer si on la répudie pas, quoi, au minimum. Oui, sans passer par le FMI et voilà, sans passer par le FMI, ouais. Avec les fameux ajustements structurels, en gros la saignée, quoi. Oui, parce que la politique d'ajustement structurel du FMI, c'est plus de libéralisme, plus de privatisation, lever des barrières douanières. Couper dans les budgets sociaux, réduire les dépenses publiques, etc. Flexibiliser le marché du travail, voilà, etc. Voilà. Ah, tout ce qu'on appelle les plans d'ajustement, structurel. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait cruellement défaut du débat public. Est-ce qu'il y a un candidat qui, après la malheureuse phrase de je suis l'ennemi de la finance, c'est ça comment il avait dit ? Mon ennemi, c'est la finance. Voilà, mon ennemi, c'est la finance. Il n'a pas de visage. Voilà, vu le fiasco et finalement la pantalonnade que ça a été, est-ce qu'on peut imaginer un candidat qui, à un moment, essaie lui-même de remettre le nez dans ce secteur-là ? Je pense que finalement, d'une façon ou d'une autre, il a quand même mis le vaccin. Je rappelle toujours quand même qu'après cette déclaration qu'il avait fait lors du discours du Bourget, je crois que c'est pas plus tard que 48 heures après, à Londres, devant des traders à la City, il dit « Rassurez-vous », ou peut-être avant, je ne sais plus, c'est quelques jours avant, « Rassurez-vous, de toute façon, nous les socialistes français, nous avons organisé la dérégulation et la déréglementation, vous n'avez rien à craindre de nous ». Oui, mais c'est vrai que sans cette connaissance-là, il n'y a pas de débat démocratique possible sur, en effet, l'avenir, par exemple, de la protection sociale, clairement. Oui. S'il n'y a pas les éléments de connaissance. Oui. Là, après, on touche au système médiatique en tant que tel qui est organisé. Comment expliquer ça en 3 minutes ou 20 heures ? Bon, il y a des émissions qui durent quand même plus de 3 minutes. Je pense que dans la plupart des médias, il y a des journalistes dits d'investigation qui pourraient mener des enquêtes dans ces milieux-là aussi. Il faudrait que ce soit présenté dans les médias. Le problème étant que les médias sont principalement contrôlés par les banques et le système financier, et que là, il y a beaucoup de censure. Ouais. Monsieur Drahi et ses magnifiques pyramides de Ponzi, donc il s'endette un peu plus à chaque fois qu'il achète un nouvel organe de presse ou une nouvelle rédaction ou une nouvelle télé. C'est le Bernard Madoff des médias, Drahi. Enfin, c'est couru que... Oui, alors de temps en temps, ça sort quand même. Il éveille une inquiétude. Il éveille une inquiétude. Voilà, il éveille une inquiétude. Mais c'est vrai que ça ne va rarement plus loin en termes d'explication. Tiens, d'ailleurs, là aussi, il est intéressant de voir que si Drahi a pu mettre la main sur SFR, notamment faire ce qu'il voulait, c'est aussi grâce à un certain monsieur Emmanuel Macron. C'est bon de le rappeler quand même. Ouais, est-ce que pour vous, Macron est en effet vraiment le candidat de la finance ? Ah oui, sans aucun doute, oui. Mais comme tous les candidats. Oui, on est bien d'accord. Hein. Disons qu'il y a des degrés quand même. Il semble y avoir des degrés, et lui, vraiment... Il y a des degrés d'hypocrisie. Voilà, il y a des degrés d'hypocrisie, mais lui semble quand même... Enfin, il a l'air quand même d'être le champion de toute catégorie, quoi. Oui, non, parce que je n'en vois pas un ou une qui, à un moment ou un autre, n'est pas autour d'elle. Enfin, bon, il y en a deux qui le sont peut-être un petit peu moins, quoi. Ouais. Voilà. On va dire deux qui le sont un peu moins. En tout cas, qui feignent de l'être un peu moins. Vous pensez à qui ? Mélenchon et Marine Le Pen, quoi. Voilà, pour être simple. Mais on verra à l'épreuve des faits si... mais bon. Oui. Le système risque d'être plus fort que lui ou qu'elle, de toute façon. Oui, parce que le système est aussi très bien organisé, très violent. Et il sera difficile, même avec une personnalité de bonne volonté
qui a les connaissances suffisantes pour pouvoir mettre en place une réforme de tout ça, de pouvoir y parvenir. Oui, sans avoir un problème de frein au premier virage. Par exemple. Ouais, par exemple. Je voulais vous faire parler du rôle des banques centrales, parce que c'est quand même fondamental en fait dans le système financier et économique actuel. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la BCE et de la Fed, surtout ces deux-là? Ouais, je m'interromps, je me permets de vous interrompre juste avant que vous parliez, Loïse. Surtout que généralement, quand on discute avec n'importe qui, la plupart des gens continuent de croire que les banques centrales sont des banques publiques. Oui. Qu'elles appartiennent à la sphère publique. Oui. Alors, s'agissant de l'évolution, parce que c'est vrai que c'est quand même très important de comprendre que ce qui fait défaut aujourd'hui en termes de démocratie et de souveraineté, c'est le fait que l'essentiel du pouvoir politique a été transféré à l'Union européenne lorsque le Maastricht a été ratifié. Donc ça a été décidé en 1992, et à partir de ce moment-là, on a complètement abandonné notre souveraineté monétaire et donc politique. D'ailleurs, dans l'ouvrage, vous mettez in extenso un discours extraordinaire de Séguin au moment du débat sur Maastricht. Je le signale aux auditeurs. Puis il y a également 2-3 interventions excellentes, notamment une de Sankara, qui lui coûtera la vie certainement quelques mois plus tard. Voilà. Donc, vous les avez reproduites. Elles ont été reproduites dans votre ouvrage, pour ceux que ça intéresse. Oui, et donc en fait, ce qui a été une trahison avec Maastricht, c'est que par rapport à la Constitution, parce que Maastricht était anticonstitutionnel, et que par rapport au contexte de l'époque, et ce qui est selon moi quelque chose de logique, c'est que la monnaie doit permettre à mettre en place des politiques publiques et doit donc servir au gouvernement sous le contrôle du Parlement. C'était le cas à l'époque. Avec Maastricht, tout ça a été terminé. Donc on a créé l'euro. Et on a créé le système européen de banque centrale avec les pouvoirs à la Banque centrale européenne qui chapeaute les banques centrales nationales des États membres de l'Union européenne qui ont ratifié le traité de Maastricht. Et ensuite, on a eu actuellement quelqu'un comme Mario Draghi qui est devenu le chef de cet État fédéral au rabais européen. Ancien Goldman Sachs. Ouais. Et du coup, quel est finalement, concrètement, quel est le lien, quel est le rapport en fait de suggestion entre la Banque centrale européenne et ce qui reste de banques centrales nationales, dites nationales? Alors, dans ce processus-là, finalement, donc, l'État, pour se financer, doit avoir recours aux banques commerciales. Et les banques commerciales, elles aussi, se refinancent auprès de la Banque centrale européenne. Les taux, ils sont décidés, les taux d'émission. Et donc, tout ceci enchaîne, si on comprend comment le système fonctionne, enchaîne à des répercussions sur les impôts, sur les cotisations sociales, parce qu'il faut continuer d'alimenter tous ces emprunts qui sont faits par les banques centrales, avec la complicité de la Banque centrale européenne, qui décide aussi des politiques publiques, des budgets des États. Est-ce que le budget corresponde à ce que M. Draghi souhaite ou pas? On a vu le cas en Grèce et ce que ça a donné. Et puis finalement, si ça ne leur convient pas, à ce moment-là, on fait des coupes budgétaires, on recule l'âge d'arrivée à la retraite, des coupes dans les budgets sociaux, et puis plein d'autres réformes qui sont antidémocratiques parce qu'elles sont décidées par un pouvoir qui n'a pas été élu. D'après vous, quelle serait la première décision à prendre pour commencer en fait à nettoyer les écuries d'OGS? Si on avait une, vraiment la première. La première, ce serait de reprendre le contrôle sur la monnaie. Sur l'émission monétaire. Sur l'émission monétaire, oui. Ce serait la première chose à faire. Mais c'est vrai qu'ils ont la supériorité de l'information et que je pense qu'aujourd'hui, très peu de personnes savent comment fonctionnent les établissements de crédit et le système financier. Est-ce que le choix du Royaume-Uni, au moment du passage à la monnaie unique, de garder sa propre monnaie, est-ce que c'est un choix purement économique ou est-ce que c'est clairement un choix souverain? Finalement, d'éviter de tomber dans cette situation-là. La monnaie, c'est la souveraineté. La monnaie, c'est la souveraineté, oui. Et puis, de toute façon, les marqueurs de souveraineté, il y en a 4. C'est monétaire, budgétaire, territorial et législatif. La France n'en a plus aucun. Et tout ça, c'est venu de Maastricht, la mise en place du système européen de banque centrale. Et c'est là le rôle de la Banque centrale européenne maintenant. Alors, en même temps, cette dénationalisation entre guillemets de la Banque centrale, elle remonte à loin, puisque ça commence sous... c'était quoi cette décision prise par Pompidou au début des années 70 voilà. 3 janvier 73. Ouais, la loi du 3 janvier 73, avec l'emprunt sur les marchés financiers. La Banque de France, en fait, imité à taux zéro
du crédit à taux zéro, on va dire, pour du crédit productif public. C'était du crédit productif public. Puis bon, aux États-Unis, c'est depuis 1913 et la création de la Fed, qui est un consortium privé. La Banque centrale française a été créée en 1800 par Napoléon. À l'époque, elle était privée et contrôlée par des banquiers et des industriels qui l'ont fait arriver au pouvoir, et elle est restée privée très longtemps. Jusque pendant l'entre-deux-guerres, où on a commencé à mettre des représentants de l'État à la tête de la gouvernance pour comprendre ce qui s'y passe. Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale seulement, Charles de Gaulle l'a fait nationaliser. Mais ça a été pendant très longtemps une banque centrale qu'on appelait Banque de France, mais qui n'était pas la Banque de France. Ouais. N'appartenait pas à la France, elle était privée. Oui, comme finalement la plupart comme tous les pays occidentaux finalement, ou presque. C'est comme aux États-Unis, je crois que c'était Denis Kucinich, un démocrate populiste, donc comme les auditeurs le savent, dans ma bouche c'est pas péjoratif, qui avait déclaré la réserve fédérale aux États-Unis, elle est aussi fédérale que FedEx. Voilà. Oui, il y a ça, oui. Et donc, est-ce qu'il faut... D'ailleurs, je vous coupe un instant, même système d'ailleurs pour la Fed aux États-Unis. Il y a plusieurs antennes de la Fed à travers les États-Unis. Je crois que c'est 8, je crois, quelque chose comme ça. 12, on me dit, c'est ça 12. On vient de me faire des signes avec les mains, c'est 12. Voilà, il y en a 12 à travers les États-Unis. Et ça rappelle un peu le système, comme nous on le voit avec les banques centrales dites nationales, qui doivent rendre des comptes à la BCE. Et oui, autre point, on l'a évoqué tout à l'heure, enfin non justement on l'a pas évoqué, mais ça m'est venu immédiatement à l'esprit quand on a parlé de la crise de 2008, c'est quand même le rôle funeste et délétère des agences de notation, quoi. Oui. Notamment les trois principales, Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Il faut vraiment que vous en disiez un mot, parce que là on est vraiment justement dans ce que Jean-Louis appelait tout à l'heure le capitalisme connivant, endogame par essence, et totalement, je crois qu'ils ont une expression aux États-Unis, crony capitalism. Voilà, ah oui, parce que ce que ça a révélé finalement la crise des subprimes, c'est que c'était une fraude avec des complicités multiples entre des directions de banques, des agences de notation, des personnes dans les gouvernements, des personnes dans les gendarmes de la bourse, que ce soit la SEC ou la MF ou d'autres, et que c'est tout ça qui a permis à la crise, la fraude, de se propager comme ça à travers le monde. Et le rôle des agences de notation, c'était d'évaluer les titres qui étaient commercialisés. Donc ils mettaient des bonnes notes, en sachant que les titres étaient pourris. Et donc ils ont plaidé pour leur défense que ce n'était que leur opinion, et que ça n'engageait que ceux qui y croient. C'est comme les promesses en politique. En politique, ouais. Ce qu'on voyait, c'était que la plupart des agences de notation étaient rémunérées par les banques qu'elles étaient censées noter aussi. Oui. Ça, c'est quand même un point important. Ça, c'est vrai que la ligne, régulièrement, quand la France avait été dégradée, c'est vrai que le discours était le même. C'est-à-dire, à un moment, en tant que tel, non, c'est seulement, ça ne vaut que si à un moment on le prend en considération et si on y croit. Mais en fait, ce discours-là est faussé dans la mesure où, d'une façon ou d'une autre, c'est quand même eux qui donnent le tempo sur les notes qu'ils donnent d'une façon ou d'une autre. Oui. Par exemple, vu que c'est une arme de chantage politique et diplomatique aussi. Donc, ces agences de notation-là, parce qu'elles sont pas nombreuses, elles notent aussi la dette de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui n'est uniquement qu'un trou de la Sécu, qui n'a aucune activité productive, sinon de se financer sur les marchés financiers. Et ces emprunts sont notés AAA. AAA, pourquoi ? Parce qu'ils le disent dans leur rapport avec beaucoup de cynisme de toute façon, c'est que de toute façon les Français paient. Même si les cotisations augmentent, les Français paient. Et puis le jour où ils ne paieront plus, que ce sera la faillite, ce sera trop tard. Oui, et puis de toute façon, oui, par ailleurs on paie parce que de toute manière le système est captif. Enfin, on peut pas... Là, vous en parliez tout à l'heure avec ces associations. C'est vrai que moi, le discours que j'ai toujours entendu, alors c'est pas la première fois, j'ai entendu des gens dire « Ouais, mais il faut arrêter de s'inscrire, il faut essayer de se désinscrire. » Et puis, je pense que pour le commun des mortels, ces procédés qui permettraient d'échapper en tant que tel à l'inscription obligatoire à la sécurité sociale, ils sont totalement inconnus, voire même inimaginables. Parce que je pense que pour je sais pas, 90% de nos concitoyens, c'est obligatoire, on est obligé de s'y inscrire. C'est obligatoire, oui, et la loi prévoit que ça, c'est lourdement poursuivi de vouloir quitter la sécurité sociale. Mais ça se fait en tout cas, et puis au niveau des décisions qui ont été prises, parce que l'Union européenne finalement c'est aussi à double tranchant, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises dans d'autres États qui permettent justement de s'assurer dans des caisses privées et qu'elles doivent s'appliquer également en France. Ça répond à la logique de l'ouverture à la concurrence aussi. Oui, c'est ça. Oui, voilà.
Oui, c'est ça. Mais de toute façon, le monopole privé comme ça n'est pas autorisé. C'est triste d'en envisager ça, parce que c'est vrai que Oui. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même C'est quelque chose à laquelle on tient, quoi. Voilà, c'est ça. Comme tu dis, ça fait partie du patrimoine. Tout à fait. Mais en même temps, vu... Bon. Le problème, c'est que ça détruit l'économie en même temps. Ouais. Ça détruit l'économie en même temps parce que les travailleurs qui sont soumis à des charges de plus en plus écrasantes arrêtent de travailler, ils préfèrent ne pas travailler, même quitte à gagner un minimum. Et puis il faut savoir que les indépendants souvent ne se payent pas, ou très peu. Et puis si c'est pour arriver à un stade suicidaire, est-ce que c'est pas mieux non plus de s'assurer à l'étranger ? Et techniquement, comment est-ce que c'est possible ? Parce que ça veut dire échapper au numéro de la sécurité sociale, qui est quand même donné à la naissance. C'est vrai que là, j'ai du mal à concevoir. Il faut se rapprocher des associations, Ouais. comme celle de Claude Reichmann. Mais si c'est possible, il faut faire des démarches auprès des organismes. D'accord. Vous l'avez fait personnellement ? Moi, non. Un jour, il faudra qu'on essaie de faire une émission là-dessus. Ça m'épate. Oui, même si je ne le ferai pas personnellement, non, moi non parce plus, que je ne suis ça pas indépendant de toute ça façon. m'intrigue aussi. Mais ces mécanismes-là, il faudra qu'on voit. Même si c'est un univers qui, pour le coup, n'est pas vraiment le nôtre, parce que les gens autour de Claude Reichmann, c'est pas exactement forcément les gens qu'on voit le plus. Oui, voilà. Politiquement, Ouais. c'est pas. C'est Et philosophiquement. Philosophiquement, voilà, c'est Voilà. pas ce qui nous est le plus proche, quoi. Non, c'est ça. Mais il faudra essayer, il faudra qu'on essaie de les recevoir. Petite pause ? William wakes with his clothes on. The morning call has been and gone, and he might not make the flight, but he will try. Yeah. Bit by bit it comes back to him. A bunch of Belgian businessmen and a strange drinking game. Oh God, why? He hails a cab, but the driver sucks. He drives so slowly and he talks so much that it hurts. Billy Bird's aching brain. Yeah. He runs from the cab to the check-in desk. She says no way, but William begs on his knees. Please, please, please. Well, okay. Business traveler, come home, Billy Bird. Drenched in sweat, he finds his seat, and with the luggage squeezed down beneath his feet, he begins to think that things can't get no worse. But then a voice says bags that can't be stowed in the overhead lockers must go below in the hold. Please let go. Thank you, sir. International business traveler, come home, Billy Bird. Come home, William. Come home. He runs on past the carousel, screaming, "Damn my luggage! All the hell I can buy a new shirt and tie any day." He rides from the airport into town to the high school football ground where his son has just begun his big football game. Come home, Billy Bird. International business traveler, come home, Billy Bird. Come home,
De retour sur Méridien Zéro avec Héloïse Benamou. Donc toujours pour parler de la question financière, du monde financier et de la kleptocratie française. Donc son ouvrage sorti au Jardin des Livres, dont nous donnerons les références tout à l'heure. Maurice, une question ? Oui, alors je voulais vous faire parler de quelques sigles, quelques acronymes en fait qui parcourent votre ouvrage, notamment un AFT. Alors est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit ? C'est l'acronyme de l'agence France Trésor. Donc, ayant expliqué que maintenant l'État se finance sur les marchés financiers, il y a un autre acronyme à connaître, c'est SVT, ce qui veut dire... Rien à voir avec Sciences et Vie de la Terre. Hein, Non, rien à voir. voilà, pour nos auditeurs. C'est spécialiste en valeur du trésor. Donc, il s'agit d'à peu près une quinzaine de banques, dont la Société Générale, le Crédit Agricole, Barclays, UBS, HSBC, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland. Donc il y a à peu près une quinzaine d'institutions qui sont chargées de financer l'État pour ses services publics. Donc il y a une salle de trading à Bercy. Oui, au 9e étage, je crois, je me souviens. Vous m'avez frappé d'ailleurs, je crois, au 9e étage du bâtiment Colbert, si je me souviens bien. Oui. D'ailleurs, j'ignorais qu'il y avait une salle de marché à Bercy, quoi. Voilà. Ça paraît dingue. C'est comme la caisse d'amortissement de la dette sociale, oui, qui n'est rien d'autre qu'une salle de marché. Alors là, la mâchoire qui avait décroché 2 fois de suite, en apprenant qu'il y avait une salle des marchés à Bercy. Enfin, bon. Voilà, c'est comme je disais, comme la caisse d'amortissement de la dette sociale, c'est un bureau, c'est une salle de marché. Et elle traite avec les mêmes banques qui sont des spécialistes en valeur du trésor et qui ont été désignés pour gérer la gestion de la dette fiscale. Donc, elle présente des offres pour le financement de l'État à la Banque de France. Et l'État émet aux enchères ces titres de dette qui sont financés par donc les spécialistes en valeur du trésor. Et qui sont ensuite revendus sur le marché secondaire à différents investisseurs, à des taux différents. Et c'est ce qui permet de financer les services de l'État. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que le marché secondaire pour les auditeurs qui ne sont pas familiarisés avec ce genre de... c'est que ce sont des titres de créances qui sont revendus sur les marchés. Donc il y a un groupement d'intérêt économique, donc c'est une sorte d'entreprise qui a été créée par les spécialistes en valeur du trésor. Donc elles sont toutes membres de la même société, c'est pour ça qu'elles travaillent toutes ensemble et qu'il n'y a pas vraiment de concurrence non plus entre elles. Et ensuite elles découpent ces titres un petit peu pour les revendre sur les marchés à des investisseurs. Titrise, on peut dire ? Titrise, oui. C'est ça. Oui, ça c'est vraiment du vocabulaire que moi j'ai découvert avec... La crise de 2008 aura quand même eu du bon, de ce point de vue-là. Je trouve sur le fait quand même de soulever un tout petit peu le voile sur des termes comme ça et sur des mécanismes, je pense qui étaient ignorés par 99, avant la crise de 2008. Oui, parce qu'avant, je pense que c'était un milieu qui était assez réservé à des spécialistes et que... on considérait que ça ne concernait pas tout le monde, alors quand la crise s'est révélée, on a vu que les conséquences d'une crise financière avaient un impact social, que ça pouvait mettre des gens à la rue, ça pouvait faire fermer des usines à l'autre bout du monde en Chine, ça pouvait faire gonfler la dette des États, que les conséquences étaient sociales évidemment, et à partir de ce moment-là, on a commencé à plus en parler. Aux États-Unis, il y a eu des commissions d'enquête qui ont permis aussi de mettre tous les procédés peut-être pas tous, mais en tout cas... pas mal de procédés en lumière. Ça n'a pas été le cas en France, mais c'est ce qui a permis aussi de comprendre que la crise était une fraude. Évidemment, oui. Oui, et qu'on était aussi donc, dans un système, dans un univers systémique où tout le monde se tenait. Oui, tout à fait. Là, de ce point de vue-là, je pense qu'il y aura eu quand même un tout petit peu de pédagogie. Après, ça, je le vois, moi, pour le coup, avec mes élèves, ça leur échappe quand même énormément, parce qu'en effet, les mécanismes sont tellement compliqués, on le disait tout à l'heure, que les gens peuvent essayer de s'accrocher par curiosité. Oui. C'est pas forcément vers ça qu'ils iront dans un premier temps. Et en plus, si on y rajoute l'aspect acronyme, sigle, etc., qui là aussi, généralement, permettent de perdre les gens. De noyer. Voilà, de noyer. Il y a une volonté aussi de brouiller les pistes et puis de justement rendre ça très compliqué pour que les gens ne s'y intéressent pas et qu'on ne cherche pas à comprendre comment ça se passe et quel genre de fraude il peut y avoir là-bas, parce que ça paraît très complexe. Oui, c'est un moyen de décourager les bonnes volontés. Et dans toute cette architecture et cette ingénierie bancaire
Quel est le rôle joué exactement par ce qu'il est convenu d'appeler les paradis fiscaux? Alors, les paradis fiscaux, c'est un sujet qui est très intéressant parce que, justement, et c'est là aussi où c'est assez, où le système devient cynique et pousse à la délinquance parce que finalement, le système fiscal devient tellement oppressant qu'on assiste à des phénomènes d'évasion fiscale. On a même eu un ministre du budget qui faisait de l'évasion fiscale. C'est quand même un comble, mais c'est une conséquence de ce système-là aussi. Je renvoie la fameuse photo où on le voit avec le petit pupitre avec écrit lutte contre la fraude fiscale juste en dessous. C'est même pas une photo Mais printée, puis hein. les yeux dans les yeux devant Ouais. des parlementaires, c'est pas gêné quoi. Ouais, Botox sur le botox, sur les yeux. Donc voilà, après à une autre échelle, les placements qui sont faits par les organismes de la sécurité sociale s'opèrent aussi dans des paradis fiscaux bien entendu. Et puis tous les groupes bancaires ont des filiales dans les paradis fiscaux pour faire de la gestion de fortune ou d'autres choses. Et puis c'est pour ça aussi que ce serait intéressant d'avoir un audit de la dette, c'est de savoir qui finance cette dette. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de blanchiment? Est-ce qu'il n'y a pas des choses... Un peu ou beaucoup. Voilà, est-ce que c'est pas de l'argent qui est recyclé? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun contrôle dessus? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun contrôle sur la caisse d'amortissement de la dette sociale? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de savoir qui détient la dette de l'État? Ça semble quand même suspect. Et ça D'ailleurs, permet de est-ce se que poser vous des avez questions. tenté de faire une demande pour avoir des éclaircissements sur qui détient la dette? Vous avez tenté ça? Pour savoir qui détient la dette, j'ai demandé, parce qu'il y a aussi l'équivalent de la caisse d'amortissement de la dette sociale pour le circuit fiscal, qui s'appelle la caisse de la dette publique. Et j'ai fait des demandes pour avoir des informations auprès de la Cour des comptes, mais c'était assez délicat. Et j'ai pas pu Vous avoir. avez suivi une forme de j'ai pas recevoir. pu. Il y a un moment donné où on n'a plus accès à l'information non plus. Mais bon, s'agissant des paradis fiscaux, par exemple la Société Générale qui a une filiale dans le Delaware. Oui, Pour qui est un faire des de- paradis fiscaux américains avec le Nevada. Voilà. Donc les particularités pour les paradis fiscaux, c'est qu'il n'y a pas toutes ces obligations de publicité comme en France, où on est obligé de publier ses statuts, ses bilans, etc., de dire qui sont les dirigeants. Donc ce qui fait que l'information n'est plus accessible. Ce que je sais, c'est qu'ils font de la gestion de fonds pour des institutionnels et que par exemple des organismes comme la CADES ou d'autres font des placements dans les paradis fiscaux. Mais de fait, c'est... Parce qu'on le sait, hein, normalement, il y a obligation de transparence pour l'administration publique française. Là, Alors les auditeurs le voient pas, mais il y a un léger sourire qui est en train de se dessiner sur notre invité. en l'occurrence, vu le statut, de toute façon, de l'AMS et de l'autre caisse, celle qui gère la dette, j'ai oublié son nom. La CADES. Voilà, la CADES. De toute façon, ils échappent de fait, parce que c'est pas de l'administration. Donc il n'y a pas d'obligation de transparence. La CADES est publique. La CADES est publique, mais il y a une volonté pour qu'il n'y ait pas de contrôle. Donc, mais normalement, on devrait pouvoir accéder. Il devrait y avoir des contrôles qui soient faits, bien sûr. Oui. D'accord. Oui, ils ont quand même un statut qui n'est pas dérogatoire, théoriquement. Qui est unique en tout cas. Ils ont un statut. Oui, ils ont un statut qui est unique, mais qui normalement les oblige à au même fonctionnement, C'est-à-dire la même transparence. voilà, à la même transparence théoriquement que les autres administrations françaises. Normalement, dans le cas de la caisse d'amortissement de la dette sociale, comme c'est un organisme public, elle devrait être contrôlée par la Cour des comptes. D'accord. Alors là, pour le coup, moi j'ai une question. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi est-ce que du coup, des associations comme je pense on parlait tout à l'heure de Reichmann, Contribuables associés, voilà, moi, je les pense. contribuables associés. C'est assez étonnant que ce genre de On structure, ne fasse pas réagir. voilà, qui finalement peut avoir les reins quand même, enfin peut être assez procédurier. Et là, je le dis c'est pas péjoratif dans ma bouche. Non, non. Ils ont quand même des services juridiques un petit peu qui fonctionnent un petit peu. Enfin bon, pour avoir déjà enregistré une ou deux émissions dans leurs locaux. Puis souvent, ils tapent très juste. Voilà. Pour le coup, j'avais vu un petit peu. C'est quand même, ils auraient éventuellement, on pourrait imaginer qu'ils aient les moyens, eux, justement, de porter le fer. Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, on n'a jamais entendu d'action de procédure, justement, pour avoir une publication ou d'avoir plus de transparence de la part de la CADES, par exemple. Oui, non, mais c'est possible, ce serait possible. Moi, je ne sais pas s'ils ont fait des démarches ou pas, mais ce serait possible que des associations, et ce serait même une bonne chose parce qu'elles ont quand même un certain poids selon leurs membres, mais ce serait une possibilité d'une action devant les tribunaux, oui, effectivement. D'accord. Ouais, non, bon. C'est pas Radio Méridien Zéro qui va s'en Qui aura les occuper. moyens, Mais voilà, oui, ça serait une Ouais. piste, ce serait quand même une piste sympathique. Je voulais savoir quel regard vous portez sur moi, ce que naïvement je regardais avec
un œil assez pas attendri parce que aussi oui dans un sens parce que c'est quand même une bonne et noble et vieille institution française qu'est la Caisse des dépôts et consignations. Et en fait, je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai lu certains éléments dans votre ouvrage sur la CDC, quoi. Donc, Comme lesquels? je sais plus exactement, mais en fait, bon, c'était pas aussi noble que ce que je l'imaginais, justement. Bah, la Caisse des dépôts et consignations, ouais, justement, c'est intéressant parce que contrairement au lieu commun, la Caisse des dépôts et consignations, elle va récupérer l'argent dans les banques pour les placements d'épargne et pour les investir par exemple, pour faire des dépenses d'investissement à long terme, donc des choses qui doivent rester rentables. Après, normalement, elle a aussi des contrôles à faire sur un certain nombre d'établissements. Mais je sais pas vraiment, je sais pas trop ce qui se passe. Si, tiens, encore là, ouais. Et la BPI, ce qu'on appelle la BPI, la Banque publique d'investissement, c'est... Je sais pas si vous êtes intéressé à ça, mais... non. Parce que dans mon souvenir, justement, le fameux Jouillet, après son passage à l'AMF, était passé par la BPI. Donc, bon, c'est la promotion de l'échec. Et avant de se retrouver secrétaire général de l'Élysée. Enfin, bref. Bon, ça, c'est une vieille tradition de l'administration, enfin, arriver à un certain niveau de responsabilité. C'est une très vieille tradition de l'administration française d'être sanctionné par le haut, Par le haut, finalement. ouais. C'est la même chose en éducation nationale. Un chef d'établissement qui échoue va être nommé sur un poste souvent plus prestigieux parce que plus tranquille, où finalement les conséquences négatives de son incompétence finalement se verront moins. Parce que la machine fonctionnera de toute façon. Donc je pense qu'à tous les niveaux et à tous les échelons de l'administration française, c'est ça. Arriver à un certain niveau critique, en fait, de toute façon, il y a promotion il y a sanction par le haut. Donc c'est pas étonnant qu'en effet, il soit passé sur un organisme et qu'il soit finalement passé par la BPI en tant que tel, quoi. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les règles prudentielles qu'on appelle BAL? Alors je crois qu'on est à BAL 3 maintenant, c'est ça, je crois, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Alors il y a beaucoup de mesures qui se mettent en place à chaque fois qu'on a fait affaire à une petite crise, on essaie de réformer un petit peu avec des petites règles et puis... Je crois que c'est les fonds propres qui doivent être plus importants, c'est ça, avec BAL 3. C'est les fonds propres, ils ont mis aussi des coussins de sécurité maintenant pour les banques, alors ils savent plus quoi inventer je crois, mais alors on a eu BAL 1, BAL 2, BAL 3... Je crois qu'on a BAL 3 maintenant, si je me trompe pas. Solvability, 1, 2, donc tout ça c'est pas ça qui va permettre, vu l'état du système bancaire actuel et les banques qui sont dans des situations de faillite, comme la Deutsche Bank et d'autres même des banques françaises, c'est pas ça qui va permettre de résoudre le problème. Si je me trompe pas, je crois que le montant des produits dérivés de la Deutsche, c'est pas 50 000 milliards, non, c'est ça, je crois. Il me semble que c'est de cet ordre. Enfin, c'est une sorte de bombe à retardement. Mais de toute façon, là, je pense qu'un des effets démobilisateurs aussi, c'est le niveau des montants eux-mêmes, où à un moment, ça échappe tellement à la réflexion du commun des mortels. On ne s'imagine pas ces sommes-là. Donc en fin de compte, au bout d'un moment, je pense que les gens décrochent parce que c'est tellement... On est tellement dans un... Ouais. Voilà, c'est tellement stratosphérique et virtuel qu'à un moment, ne serait-ce que sur les transactions financières quotidiennes, enfin, c'est des sommes qui échappent à tout entendement. Oui, c'est des milliers de milliards d'euros par jour qui transitent dans les circuits du marché financier. Du coup, ça ou autre chose. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce que représente en volume et en échange, au niveau des montants, ce qu'on appelle le trading haute fréquence? Parce que ça, c'est... Alors sur le trading haute fréquence, j'ai pas de... Vous n'avez pas d'informations? Non. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour la stabilité, parce que ça peut déstabiliser des états entiers, le trading haute fréquence. Je crois que c'est à la nanoseconde, hein, c'est ça? Oui. C'est à la nanoseconde, ouais. C'est à la nanoseconde. Et puis alors, ils ont des techniques qui permettent de détecter des informations aussi, par exemple sur Internet, s'il y a un chef d'État qui prend une décision, qui a un problème de santé, et puis directement les ordres sont envoyés. Des fois, ça peut être juste une rumeur, et les conséquences sont désastreuses. Donc Alors, une fois n'est pas coutume, on va faire la promotion d'un documentaire, je crois qu'il est disponible d'ailleurs sur YouTube, il me semble, mais il est trouvable sur Internet, qui avait été fait par l'ineffable Ali Badou de Canal+. Ça s'appelait Les Nouveaux Loups de Wall Street, dans mon souvenir, et c'était sur le trading haute fréquence, et c'était vraiment excellent. Alors, celui-là, je le conseille vivement. C'est un très bon complément au livre d'Héloïse.
Et est-ce que tu as la même, une référence identique sur le shadow banking? Non. Non. J'en ai une par contre, je me souviens d'un documentaire incroyable, celui de Denis Robert sur Clearstream, la chambre de compensation. Tiens, bah d'ailleurs, on peut peut-être dire un mot des chambres de compensation aussi, puisque c'est quand même aussi un trou noir du système financier global. Les chambres de compensation, elles interviennent sur différents marchés pour stocker des ordres entre des agents bancaires ou financiers pour qu'il y ait moins de flux qui transitent dans les circuits et qu'il y ait par exemple une opération par jour qui permette les échanges en fait, entre les banques par exemple, pour le marché interbancaire. Donc dans ces sociétés-là, tout est concentré et leur rôle c'est d'empêcher qu'un intervenant ne se retrouve à dire qu'il n'a pas à payer, ou en fait elles assurent les transferts. Et ensuite, tout s'opère par la société Swift, qui se trouve en Belgique, qui exécute les ordres après la compensation. Alors Swift, je crois que c'était l'Iran qui avait été retiré. Oui, l'Iran. L'Iran avait été retiré de Swift et le Vatican. Et la Russie avait été menacée Menacé, aussi lors de la d'entretien, crise Je crois que le ukrainienne. Vatican avait été retiré de Swift jusqu'à la renonciation de Benoît XVI. Oui. Et Swift avait été réintroduit, ou on pourra dire réactivé, après la renonciation de Benoît XVI. Donc c'est une arme diplomatique. Diplomatique, C'est une ouais. arme diplomatique, et puis il y a énormément d'informations aussi dans cette société-là, sur la situation des entreprises, des États. Et les États-Unis, maintenant, contrôlent la société Swift. Dans son intégralité? Ou, enfin, disons d'une façon à avoir une minorité de blocage, comme Ils on ont dit. obtenu, il y a un accord Swift 2 Swift 2. qui les autorise, oui. Parce qu'ils avaient proposé ça. Au début, ils le faisaient de manière illégale, pour avoir des informations sur le terrorisme. Et puis, quand ça s'est su, ils ont réussi à avoir l'accord du Parlement L'accord du européen Parlement pour le faire de manière Heureusement légale. heureusement que le Parlement européen est toujours le petit doigt sur la couture. Sinon, bah, c'est le terrorisme. Hein. Faut être sérieux. Mais, justement, pour parler du terrorisme, si on voulait vraiment avoir des informations sur le financement du terrorisme, ce serait là qu'il faudrait regarder, oui. Vers Swift et les chambres de Ou les compensation. chambres de compensation. Ouais. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est Pour des trous savoir noirs. qui finance Des le vrais trous terrorisme, noirs ou de même finance. bloquer les flux. Là, pour revenir à ma question de tout à l'heure, parce que tu es parti sur Denis Robert, mais sur le shadow banking, par exemple, cet ancien responsable donc, des marchés financiers, dont le nom m'échappe toujours et qui est toujours parvenu, Alzheimer et le vieillissement est un long naufrage, il mettait en exergue le fait qu'Alain Juppé, par exemple, s'était vu poser la question, je ne sais plus à quel débat ou à quel entretien télévisé, de la primaire, enfin avant la primaire des Républicains, et il avait regardé, enfin le regard, son regard avait montré au journaliste que clairement il entendait l'expression pour la première fois. Ah oui, d'accord. Ok. Bon. Il a regardé, alors après, bon, c'est un professionnel quand même, donc il Donc avait il a réussi à sauver les apparences. voilà, sauver les apparences. Mais le journaliste disait clairement. Il ignorait l'existence du shadow banking, quoi. Quoi? Donc voilà, il y a quand même encore des choses qui échappent même à. Oui. Mais le problème du shadow banking, je pense que c'est seulement un problème de légalité, parce que dans la loi, dans le code monétaire et financier, et il y a donc les textes de loi, et à la fin de chaque texte de loi, il est indiqué cette loi ne s'applique pas aux sociétés de gestion de portefeuille. Donc c'est comme ça que ça s'organise aussi, c'est que on considère qu'elles n'ont pas qu'elles ont des droits d'exception par rapport aux autres. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est tout. Oui, c'est Pas quelque chose c'est organisé. de fantôme, Voilà, qui n'existe pas, qui est abstrait. Non, ce sont des sociétés, mais elles échappent à la loi. Ouais, elles se retrouvent dans des. Finalement, c'est presque du privilège, au sens étymologique Oui. du terme. Elles ont leur propre loi. Enfin, en tout cas, la loi générale ne s'applique pas à elles. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est du privilège. Et je voulais savoir, je voulais avoir votre avis sur ce qu'on a appelé le too big to fail, donc trop gros pour tomber, trop gros pour s'effondrer, en parlant de certaines banques systémiques. À votre avis, est-ce que c'était juste une arme en fait qui consistait à renflouer les banques, donc à faire appel aux contribuables en leur disant le système monétaire va s'effondrer, vous allez perdre toute votre épargne, vos dépôts vont se volatiliser et donc on va venir ponctionner. Enfin, on va venir directement augmenter vos impôts pour renflouer les banques. Bon, maintenant, on sait qu'on a le nouveau système où là, on viendra faire directement des prélèvements à la chypriote. C'est prévu désormais par l'Union européenne, faire des prélèvements à la chypriote sur votre compte bancaire, sur vos dépôts bancaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai ou non, il y a
certaines banques qui sont too big to fail, et qu'effectivement, si elles venaient à s'écrouler, le système dans son ensemble s'éclaterait. Alors je dirais que le problème, c'est pas too big to fail. Il y a deux choses. La première, c'est le rôle des banques dans l'économie. Donc une banque qui fait faillite, c'est la fin de l'économie réelle, des échanges qui peuvent se faire, d'aller retirer son argent, de faire des virements, de payer ses fournisseurs, Faire des crédits à une ses entreprise. salariés, voilà, exactement, payer des investissements, etc. Donc ça, c'est la première chose au niveau politique. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut défendre, la faillite d'une banque. Il faudrait la réformer, mais la laisser faire faillite, c'est délicat. Et la deuxième chose, je dirais pas too big to fail, mais elles sont trop connectées les unes aux autres pour pouvoir faire faillite. Ce qui fait que comme elles sont propriétaires les unes des autres, par capitalisation, le fait qu'une fasse faillite, ça aura des conséquences en chaîne Systémique. sur les autres, voilà. Et qu'on aura des faillites comme un effet domino. La principale menace pour vous, c'est la Dutch, justement, aujourd'hui. Oui. Oui. Mais c'est pas la seule. Hein. C'est pas la seule. Et puis, on parlait tout à l'heure des réformes qui sont prises, Bâle, tout ça, c'est pas... Ça va pas les sauver de la faillite. Et puis, de toute façon, elles continuent dans leurs opérations. Les fraudes qu'il y a eu, par exemple, sur les devises, la manipulation des taux sur les devises, ça a duré 10 ans. Et elles continuent de toute manière. Et on a encore qui se passe maintenant, on le découvrira après, et puis c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, une banque peut être dans une situation de coma réelle, mais pendant des mois, voire des années finalement. C'est-à-dire qu'à un moment, la faillite ne se produit pas. Enfin, il y a un moment où il va y avoir un grain de sable, mais finalement, cet état de risque où à un moment on se dit ah ça va tomber, c'est quelque chose qui peut durer. C'est quelque chose qui peut durer. Bon, là, la Banque Centrale Européenne pratique des taux négatifs ou très faibles. Elle injecte beaucoup de liquidités pour sauver les banques, parce que ça va pas directement dans l'économie réelle, c'est pour les banques. Lorsque les taux... C'est 80 milliards, je crois, c'est ça, de rachat de dette souveraine. Mais je crois qu'on est... Enfin bon, maintenant, la BCE a dit que c'était indéfini. Oui, ils font ce qu'ils veulent de toute façon Voilà. maintenant. Ils ne respectent plus. Donc les ils lignes, de respectent toute pas. façon... Mais lorsque les taux vont remonter, là, les conséquences vont se faire sentir. Parce que, par exemple, pour un organisme comme la Sécurité sociale, qui emprunte sur les marchés, elle peut payer jusqu'à 900 millions d'euros par rapport aux taux. Enfin, tout ça joue beaucoup sur le système de sécurité sociale. Quand les taux vont remonter, ça va exploser. Oui, mais c'est pareil sur la remontée des taux, Louise. Dans la mesure où ils sont finalement ils se déconnectent volontairement d'un certain nombre de règles, et en l'occurrence, par exemple, la fabrication, enfin, la création de liquidités depuis maintenant, quoi, ça fait 2 ans que ça dure. Mais c'est pas infini, la création de... Non, c'est pas infini, mais on a l'impression que ça peut durer comme ça, donc à un moment, pourquoi faire remonter les taux ? C'est ce qu'ils ont prévu, en tout cas. De Oui, faire. ils l'ont prévu, mais... Et puis, il y a aussi une dépendance vis-à-vis de la politique qu'il peut y avoir aux États-Unis, qui fait que... c'est pour ça que je dis trop connecté, parce que tout ça fonctionne dans une dynamique qui échappe... même la Banque Centrale Européenne, qui a beaucoup de pouvoir, elle aussi soumise à la politique de la Fed. Vous croyez donc que la politique de planche à billets va stopper ? Ils ne pourront pas continuer à faire ça indéfiniment. Indéfiniment, ouais. En fait, je sais que la logique voudrait qu'effectivement ça se stoppe. Mais en fait, depuis 2008, moi je pensais que ça se serait arrêté bien avant. Et je crois qu'on en est au QE3, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est comme Bâle 1, Bâle 2. Voilà, ouais. QE3, donc pour les auditeurs, c'est quantitative easing, donc assouplissement quantitatif, comme on dit pudiquement, donc en gros planche à billets, pour traduire. Je pensais d'ailleurs que ça se serait arrêté bien avant, et puis finalement on voit qu'on est dans une fuite en avant, une course folle, Mais où c'est pas on nouveau, accélère hein. en fait en fonçant vers le mur et en klaxonnant. C'est pas nouveau dans l'histoire Ouais. de l'abonné. Hein. Mais justement, ce qui me fait dire que j'ai du mal à croire que les taux vont remonter, que la planche à billets va stopper. Je suis dubitatif là. Ah oui. Enfin, en tout cas, disons à plus ou moins court terme, quoi. À court terme, c'est-à-dire. Je sais pas, peut-être à l'échelle de 2 ou 3 ans, je ne sais pas, mais... Non, je pense qu'ils remonteront avant. Ils remonteront avant, vous pensez ? Et qu'est-ce qui les décidera justement, les remonter, les taux avant, à votre avis ? Alors, il y a plusieurs possibilités aussi. La possibilité, c'est qu'il y ait des banques comme la Deutsche Bank qui fassent faillite. Qui fasse faillite ? Et le système va aussi encore plus se concentrer entre différentes banques qui vont peut-être racheter ou des États qui peuvent intervenir aussi pour sauver leurs banques. Elles pourront, parce que c'est une logique en chaîne, si l'État intervient pour sauver les banques et qu'il a encore besoin de plus s'endetter, qu'il a besoin qu'il y ait de l'argent qui soit créé pour pouvoir financer tout ça,
Je pense que c'est pas infini. On a déjà connu ça dans l'histoire, et au bout, il y a seulement la faillite. Ça va faillite, ouais, évidemment. Et généralisée, parce que ça concerne justement les financements de l'État, l'obligation d'augmenter les impôts pour financer la dette, pour sauver les banques, et on souvent, crée de la monnaie. Et souvent, après la planche à billets, il y a l'hyperinflation aussi qui est au coin de la rue. C'est les prémices de l'effondrement. Oui, ce qui nous renvoie à notre réflexion de tout à l'heure, qui était même une question, je pense, de ma part. Mais quelle est la part de cécité volontaire? Enfin, la fin est connue. Je ne pense pas qu'il y ait un responsable financier qui ignore que ça ne peut que finir comme ça, vu les masses monétaires en circulation, enfin les masses financières en circulation. Donc, vraiment, qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne prennent pas dès maintenant ou à temps des décisions qui permettraient en effet soit de ralentir, soit d'éviter le mur? Si vous dites les personnalités politiques, je pense que c'est parce que... Là, je pensais plus par exemple, au conseil d'administration de la BCE, puisque c'est quand même, ils sont en partie responsables de la situation. Oui, mais eux, ils occupent des postes privés, ils sont là à court terme pour gagner de l'argent. Comme dans les conseils d'administration des banques, ils sont là à court terme, ils ont des mandats, par exemple pour 5 ans, pour gagner de l'argent. Le jour où ça s'effondre, dans la mesure où on est dans un système... Ils auront pris leurs précautions, les Français, non. C'est ça la différence. Après, pour les personnalités politiques qui pourraient, eux, réformer les choses, je pense que ce sont simplement des sous-traitants pour le capitalisme financier et qui n'interviendront pas. Oui. Ils font des pouvoirs du capital. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'une des premières mesures à prendre, c'était retrouver le droit souverain et régalien de l'émission monétaire. Vous en voyez un deuxième ? Enfin, une deuxième mesure qu'il faudrait prendre immédiatement, ou disons qui viendrait juste après. Avant, peut-être, ce serait possible de nommer des fonctionnaires pour savoir ce qui se passe vraiment là-bas, comment ça fonctionne et ce qui se passe en tout cas là-bas, pour qu'il y ait des contrôles. Ça serait peut-être même avant une vraie réforme généralisée. Et non, après, l'autre chose qu'il y a à faire, c'est des audits sur la dette sociale et sur la dette fiscale, pour savoir ce qu'il y a vraiment dans ces emprunts, et si on peut les restructurer, ou répudier les dettes, et puis alléger la charge pour les Français. D'accord. Quel retour vous avez eu par rapport au livre ? Est-ce que vous avez, au niveau, je ne sais pas, très divers, ça peut être médiatique, ça peut être éventuellement politique ? Je suis assez contente parce que j'ai l'impression que Kleptocratie est en train de trouver son public et j'ai de très bons retours des lecteurs déjà, ce qui est pour moi très positif. Au niveau des médias, on n'a pas beaucoup de presse dans les médias mainstream, évidemment. Oh, c'est étonnant. Mais je pense que peut-être à terme, c'est un livre qui fera son chemin parce que les thèmes sont vraiment d'actualité et que ça concerne tous les Français. Vous l'avez envoyé au candidat ? Non. Eh ben, vous devriez. Vous, Avec ma maison d'édition. ça vous a mis en difficulté au niveau professionnel ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été bien accueilli d'ailleurs dans le cabinet d'expertise comptable dans lequel vous travaillez, ou les gens l'ignorent pour la plupart, ce que vous avez fait ? Non, ça se sait, mais bon, il y a beaucoup de professionnels de la comptabilité qui ont découvert des choses et D'accord. qui s'agacent aussi beaucoup du RSI, Ouais, des de URSSAF. dysfonctionnement pour parler publiquement, quoi. Oui. Mm. Donc, qui s'intéressent. Qui s'intéresse. Et des avocats aussi, des commissaires aux comptes qui s'intéressent à ces sujets-là. Ouais, ça, pour l'instant, vous n'avez pas de petits cercueils dans la boîte aux lettres. Pas encore. Bon, c'est le début de la rançon du succès quand on reçoit ça, en fait. Enfin, je vous le souhaite pas tout de suite, en fait. Voilà, mais C'est normalement, c'est un bon risque que le livre indicateur. C'est un marché, bon ouais. indicateur, généralement. Ouais. C'est si ça vient pas qu'on doit s'inquiéter. Si, un dernier mot, quand ouais. même, on l'a pratiquement pas abordé de l'émission, mais c'est quand même un point fondamental. Quid de l'euro ? Son rôle dans tout ça, en fait, dans ce système global. Et puis, que va-t-il advenir de l'euro, tout simplement, comme monnaie unique ? L'euro, ça a été un moyen de centraliser le pouvoir de la Banque centrale et des institutions de l'Union européenne. Ça a été une manière de fédérer tout ça autour d'une monnaie unique et de piloter une politique économique commune pour des États membres qui ont malgré tout des économies divergentes. C'est pour ça qu'il y a les États du sud de l'Europe qui pâtissent de la politique de la Banque centrale européenne. Et l'euro n'est pas viable. De toute façon, maintenant, même des personnes qui l'ont défendu à une époque reconnaissent que l'euro n'est pas viable. Et c'est pour ça que le discours de Philippe Séguin était
était Prémonitoire. visionnaire. Oui. Visionnaire, ouais. Bah, il était d'autant plus, enfin, je pense que il était d'autant plus fondé à pouvoir tenir ce discours qu'en fait, les intentions étaient claires. Elles étaient aussi claires que lorsque il y a eu le projet de communauté européenne de défense dans les années 50. Clairement, c'était mettre en place un outil qui finalement n'existe en principe que s'il y a un État. Et donc, on commence par mettre en place l'outil pour finalement amener au forceps l'État, un État fédéral. Donc ça n'a pas marché avec la CED. Là, ils auraient édité dans les années 90 et 2000 la même chose avec la monnaie, en se disant on va mettre une monnaie unique et commune, enfin commune et unique, qui forcément d'une façon ou d'une autre nécessitera en effet une politique économique commune et unique qui amènera à son tour un État fédéral commun. Et ça n'a pas marché, donc en effet, je ne vois pas à terme l'outil est condamné. Enfin, il n'y a pas eu l'étape, la dernière étape. Et ça, de ce point de vue-là, bah, on en est en partie les artisans avec le référendum de 2005. Bon, en effet, Il a été rejeté parce que si l'Europe compte de vieilles nations qui ont des identités différentes, malgré que ce soit des Bien pays sûr. occidentaux qui ont des identités différentes, qui n'ont pas envie d'appartenir à une union fédérale avec un gouvernement fédéral. Et c'est ce que les Français ont intégration exprimé quand... supranationale, ouais. Tout à fait. Donc de toute façon, cet outil-là, à un moment ou à un autre, il disparaîtra, en tout cas sous sa forme actuelle. En tout cas, actuellement, il fonctionne dans des idées qui sont complètement contraires à la démocratie. De toute façon, je crois que c'était la phrase justement de Séguin, vous aurez l'euro, la démocratie. Oui. Voilà, et pour lui, c'était déjà sûr et certain qu'on aurait l'un ou l'autre. Mais c'est impossible d'avoir les deux. D'ailleurs, à ce propos, pour en revenir à l'impayable candidat de la banque Rothschild, qui lui veut un ministre des Finances de la zone euro, il veut un gouvernement de la zone euro, et je crois qu'il veut d'ailleurs une union bancaire globale à l'échelle de l'eurozone. Ouais. Ouais, si le ministre de la Finance à la taille de l'euro est aussi efficace que le ministre des Affaires étrangères, Ouais. Ah oui, Mogherini, c'est ça, c'est... je pense que finalement le risque est Bah, assez... les Grecs ont intérêt à vite revenir à la drachme, hein. Ils auraient déjà dû le faire, mais enfin bon. C'est ce qui s'est passé en Grèce, parce que quand il y a eu les discussions pour justement faire sortir la Grèce de la crise, le ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, a été exclu des négociations. Ouais, des Et ils ont négociations, décidé sans lui. C'est Chaubleu qui a eu sa tête, ouais. D'ailleurs, apparemment, Varoufakis, en fait, avait discrètement, apparemment, enfin, c'est quasiment, ça ressemble à un polar, hein, j'avais vu ça. Il était passé de nuit, en fait, il s'était arrangé avec un ami à lui, économiste, dans une université, pour mettre en place un système informatique, en gros, qui leur permettait de quasiment basculer en une nuit de l'euro vers la drachme. Et bon, malheureusement, il n'a pas pu mettre ça en place. Après le référendum, donc je crois que c'était à hauteur de 60% que les Grecs avaient dit on ne veut pas de votre énième plan de renflouement, étranglement. Tsipras, en fait, a eu gain de cause au détriment de Varoufakis. Mais Varoufakis avait déjà, en fait, un vrai plan B, là, pour le coup, qu'il avait mis en place très discrètement et très secrètement avec un ami à lui. Bah, on verra en juillet ce que ça va donner. Parce que peut-être qu'en juillet, on aura de nouveaux besoins. Oui, c'est ça qui est tragique, c'est que pour nos amis grecs, voilà, c'est un feuilleton qui n'en finit plus, quoi. Ouais, et Et c'est pour ça que c'est basé sur des souffrances. Hein. ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au projet du candidat Emmanuel Macron, c'est que je pense que c'est l'enjeu politique aujourd'hui, c'est soit le retour à la nation, à la démocratie, soit d'aller vers L'intégration supranationale, l'union fédérale. contrôlé par le capitalisme financier concentré et qui décide pour les États des politiques à mener. Bah, c'est le triomphe définitif de l'oligarchie. Pas définitif. Tu sais, Enfin, rien n'est jamais définitif. Avec un point d'interrogation. Alors. Ou en tout cas, oui, marqué et repris pour quelques années. Le définitif... Oui, on verra, ouais. Espérons. On donne des références de l'ouvrage d'Héloïse. Kleptocratie française d'Héloïse Benamou, c'est aux éditions Le Jardin des Livres. Voilà. Très bien. Et donc voilà. Pas besoin de se cacher. Hein, vous pouvez aller dans les grandes librairies pour le trouver. La couve d'ailleurs, comment les dépôts bancaires, cotisations sociales et avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques avec la complicité absolue des politiques. Voilà. Très bien, moi j'espère qu'on aura donné aux auditeurs et auditrices l'envie de lire et puis d'essayer quand même de débroussailler et de mettre les mains dans le cambouis pour comprendre comment ça fonctionne. Je pense que d'un point de vue, pour le coup, démocratique, c'est-à-dire politique, pas économique, c'est quand même le minima que puisse faire quelqu'un, que puisse faire un de nos concitoyens pour essayer de comprendre ça. Merci beaucoup. Bah oui, c'est nous. Maurice ?
Bonne soirée à tous nos auditeurs, à très bientôt. Ouais, et puis à l'abordage, il n'y a pas de quartier sur les finances.